Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par Hippon Technologies. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Hippon Technologies, on est une ESN de 400 personnes et nous accompagnons les entreprises de toute taille, de la start-up au grand groupe, dans la conception et jusqu'au lancement de produits innovants. Aujourd'hui, comme tout bon passionné qui se respecte, on va vous partager une de nos bonnes recettes qui fonctionne bien avec Prismea, la néobanque des professionnels. Alors, suivant. Je me présente rapidement. Donc moi, je suis Maëlys Levasseur, je suis responsable marketing et communication chez Hippon et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire aux côtés des intervenants que je présenterai ensuite. Vous avez un petit panneau de contrôle sur la droite, certains le connaissent sûrement déjà. Il vous permet de poser vos questions tout au long du webinaire. On a 45 minutes devant nous, donc vous avez 30 minutes environ de présentation et 15 minutes qui sont dédiées aux questions. Donc n'hésitez pas à les poser même tout au long du webinaire, ça ne nous dérangera pas, absolument pas, et ça permet de ne pas les oublier aussi, et on les prendra une par une à la fin du webinaire. Suivant, s'il te plaît Raphaël. Donc aujourd'hui, on va vous partager la recette de Prismea, cette néobanque qui est dédiée aux professionnels et notamment aux PME, et qui a été lancée très récemment sur AWS. D'ailleurs, je salue nos partenaires d'AWS qui sont sûrement sur ce webinaire. Donc en 9 mois, les équipes de Prismea et d'Hippon Technologies, notamment nos spécialistes cloud, ont su développer et lancer sur le marché ce tout nouveau produit très innovant. Et je vais donc laisser Stéphanie Biron se présenter. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur ce webinaire aujourd'hui. Donc, je suis cofondatrice de Prismea et CEO de l'entreprise avec Dorian Kovas. Bonjour, je vais me présenter aussi. Donc, je suis Raphaël Despinas, je suis associé chez Hippon Technologies et directeur de l'agence de Lyon. Et c'est cette agence-là qui a accompagné tout au long de ces 9 mois Prismea dans cette réalisation de produits sur AWS. Et bonjour à tous, Samuel Bali. Moi, je suis Solution Architect Cloud chez Hippon Technologies. Très bien. Et on va laisser la parole à Stéphanie. Alors, merci Mélisse. Donc, du coup, avant de partager les recettes de Prismea, je voulais rapidement revenir sur la genèse du projet et puis vous présenter en quelques mots quelle est notre mission et qu'est-ce qui nous a guidés avec Dorian pour construire ce projet. Donc, Prismea, c'est la néobanque des professionnels, des petites et moyennes entreprises. Jusque-là, on va dire, il y a beaucoup de fintech qui se positionnent en ce moment dans l'écosystème sur cette cible-là. La particularité de Prismea, c'est qu'elle a été fondée par des banquiers qui ont une forte affinité à la tech, certes, mais contrairement aux autres néobanques qui sont sur le marché, qui ont été pour la plupart fondées par des techs qui ont eu des mauvaises expériences dans leur banque traditionnelle, notamment en lien avec d'autres projets, on a une vraie expertise bancaire qui nous a vraiment aidé à construire notre business model. Donc avec Dorian, on est parti des besoins terrain, on a été tous les deux chargés d'affaires entreprises pendant de longues années dans un grand groupe bancaire. Et donc on a accompagné des entreprises de toute taille et on a pu identifier que les clients avaient 3 besoins majeurs, 3 attentes par rapport à leur banque. Le premier, c'était un besoin vraiment d'autonomie dans la gestion de leur opération au quotidien. Le second, c'est vraiment, ils attendent plus de réactivité et de transparence dans le traitement de leurs demandes. Et enfin, le dernier, ils comptent vraiment sur une expertise solide qui leur permettrait de bénéficier de conseils vraiment adaptés à leur situation, avec des services sur mesure. Donc, en partant de ces constats, on a construit une première version, une offre bancaire digitale, mobile first, qui s'appuie sur des nouvelles technologies. Bon, le secteur bancaire, il faut savoir qu'il est beaucoup contraint par la réglementation. Donc, la réglementation, elle est importante, elle est nécessaire parce qu'elle protège nos clients, elle les rassure. Mais ça contraint énormément la conception des parcours digitaux. Donc, on a passé beaucoup de temps à travailler sur l'expérience client en sollicitant des testeurs sur le terrain. Donc, tout ça nous a permis de sortir, nous focaliser sur une première version qui répondait aux besoins vraiment d'autonomie, de mobilité, de réactivité qu'on avait identifié sur le terrain
lors des différents échanges avec les professionnels. Alors, on avait un enjeu fort de time to market pour lancer ce premier périmètre. Et donc, dans ce contexte, on s'est appuyé sur 2 partenaires stratégiques qui nous ont permis de développer ce premier socle en à peu près 9 mois. Donc, on a commencé les développements en juillet, on est sorti en prod bêta fin février 2020. Donc, si on n'avait pas eu ces partenaires stratégiques, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, ça a été un vrai choix de notre part et c'est mon premier conseil, c'est d'identifier un périmètre assez minimaliste, viable, qui permet de confronter le produit très rapidement au marché. Parce qu'en fait, ça va très vite quand on développe un outil, un produit, de s'éloigner du besoin terrain et le confronter rapidement. Ça permet d'éviter finalement de perdre de l'argent et du temps sur des développements sur lesquels on est obligé après de revenir. Donc, le premier partenaire stratégique, c'est Trésor. Trésor, c'est notre core banking system. Donc, le core banking system dans une banque, c'est essentiel. C'est les briques qui permettent vraiment de réaliser les premières opérations, de réaliser la tenue de compte, les opérations SEPA, les prélèvements. Donc ça, en fait, c'est identique. Tous les services bancaires et établissements de paiement doivent proposer ce type de fonctionnalité. C'est la base, en fait. Donc, tout le monde fait la même chose. Donc, nous, l'idée, c'était de se dire, ça sert à rien de redévelopper encore une fois ces briques-là. On va s'appuyer sur un acteur qui l'a déjà fait. Donc, d'où notre partenariat avec Trésor. Au-delà de l'aspect technique, Trésor nous a permis aussi d'accélérer sur la partie réglementaire, puisque Trésor est établissement de paiement, donc il est enregistré au niveau de l'autorité de contrôle prudentiel, qui est une autorité qui contrôle en fait tous les organismes qui proposent un service financier. Donc, nous, on bénéficie de cet agrément d'établissement de paiement puisqu'on est agent de Trésor. Donc, cet agrément, on a à peu près 1 an pour l'obtenir. Quand on est agent, on met à peu près 3 mois. Donc, on a gagné aussi énormément de temps pour commercialiser le produit. Le deuxième acteur sur lequel on s'est appuyé, c'est AWS. Donc, c'est vrai que quand on lance une start-up en 2020, je pense que le cloud public, ça devient une évidence parce que ça offre pas mal d'avantages, notamment en termes de flexibilité, de scalabilité et aussi notamment dans la gestion pour optimiser les coûts. Donc nous, notre objectif, c'était de pouvoir mettre en place une infra solide en un minimum de temps. Voilà, donc on peut changer de slide. Donc, en parallèle de ce périmètre ultra minimaliste qui nous permet vraiment de confronter le produit rapidement au marché, on travaille sur toutes nos fonctionnalités différenciantes. Donc ça, c'est vraiment des développements qu'on fait en propre au sein de Prismia, qui sont orientés sur le métier, qui sont sourcés de notre expertise bancaire. L'objectif pour nous et notre ambition avec Dorian, c'est de pouvoir accompagner tous les entrepreneurs, n'importe où en France, quelle que soit leur taille, dans la création, la croissance, le développement de leur entreprise. On a remarqué que souvent, ces petites entreprises n'étaient pas forcément super bien accompagnées dans la gestion de leur activité. Elles n'avaient pas forcément tout le background bancaire, financier pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc, on s'est dit comment on va arriver à leur transmettre toutes ces connaissances de manière simple pour qu'ils puissent, sans perdre de temps, pouvoir continuer à prendre les bonnes décisions dans leur entreprise. Donc, on a focalisé dans un premier temps sur la création d'outils de gestion de trésorerie. La trésorerie, c'est vraiment le nerf de la guerre dans une entreprise. La plupart des boîtes qui font faillite, en fait, c'est pour des problèmes de trésorerie. Et souvent, les dirigeants de ces petites entreprises n'ont pas forcément les outils qui leur permettent de la visualiser en temps réel. Donc là, ce sont les chantiers qu'on a ouverts en parallèle de ce socle bancaire. On travaille notamment avec une équipe de data scientists et data engineers sur le développement d'algorithmes qui nous permettraient donc de les aider à anticiper leur trésorerie dans leur quotidien. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui prennent un peu de temps, donc elles sortiront dans un second temps, et ça fera l'objet aussi d'un prochain webinaire où on pourra vous détailler comment on a mis en place l'architecture data liée à ces fonctionnalités. Suivant. Voilà, on arrive sur une présentation de l'architecture. Donc, bien sûr, ça a été vulgarisé et ça prend en compte uniquement le premier périmètre pour rester très factuel.
Pour vous présenter ça, on a des professionnels qui, via des applications mobiles, peuvent accéder à l'application via un service AWS qui s'appelle Cognito, qui permet c'est un service managé comme tous les autres services que je vais vous présenter, qui permet de s'identifier. Alors, pourquoi avoir choisi des services managés? Eh ben, c'est pour voir sur le long terme. C'est-à-dire que déjà, on veut se concentrer sur l'innovation, on ne veut pas réinventer la roue. Donc, partir sur les services managés, ça nous permet de démarrer très rapidement. Secondement, ça nous aide aussi dans les phases après de production, c'est-à-dire qu'on va avoir de l'infogérance. Moins on a de choses à gérer d'un point de vue humain, plus c'est industrialisé, mieux c'est. Au niveau des services, on s'est permis d'utiliser Fargate, qui est un service qui permet de faire du découpage de type Docker de nos microservices. Et il a la faculté de pouvoir se scaler en fonction de la charge. C'est-à-dire, on va avoir peu de clients, on va payer peu. On va avoir beaucoup de clients, on va payer plus, mais ce sera en rapport avec notre charge, la flotte va augmenter. Donc c'est cohérent. Et au niveau de la base de données principale, on est parti sur Aurora, qui est une solution performante de base de données de type SQL et qui nous permet de scaler également, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une très grande disponibilité parce que maintenant on est capable d'avoir du multi-master sur même plusieurs régions AWS. Et on est également capable d'avoir une montée en charge en termes de lecture si on en a besoin. Et enfin, tout le système de messages qui nous permet d'interagir avec le core banking et les partenaires, ça passe par une technologie Kafka qui est proposée en service manager MSK chez AWS. Ce qui nous a encore simplifié la tâche parce que ce n'est pas forcément des briques faciles à implémenter. Sur votre droite, vous voyez Trésor qui est le core banking et qui communique avec le back-end Prismia. Le back-end Prismia, ça va être toutes les règles métiers. Et enfin, on a également une interaction forte avec un outil qui s'appelle Datadog qui nous permet de faire de l'observabilité sur l'application, c'est-à-dire du monitoring classique, mais du monitoring applicatif, du monitoring de la sécurité et d'avoir tout le système d'alerting, de log dans un outil qui est complètement centralisé et complètement adapté au mode cloud, qui est un outil cloud native. Ouais. Suivant, s'il te plaît, Raphaël. Alors, oui à l'innovation, mais la sécurité avant tout. Effectivement, c'est aussi une phrase qu'on retrouve si vous allez sur le site d'AWS, la sécurité dans le cloud est notre priorité numéro 1. Et bien évidemment, dans une application bancaire, dans une fintech, c'est également la priorité numéro 1. Donc, avant de penser à l'innovation, il faut être sûr d'avoir la solution qui dispose de tous les atouts possibles en termes de sécurité pour pouvoir héberger des données bancaires. Alors, effectivement, on a 3 périmètres qui sont identifiés, qui sont assez fréquents. C'est la sécurité des accès, sécuriser les transferts et sécuriser les données au repos. Et pour ça, sur AWS, on a toute une flotte de services qui permettent de faire ça. Donc, par exemple, pour chiffrer, on peut utiliser le service KMS. On peut avoir un outil très avancé qui permet de faire de la détection avec des algorithmes de machine learning qui s'appelle GuardDuty. Et on a aussi la possibilité, par exemple, de générer des certificats avec AWS Certificate Manager. On a un ensemble d'outils variés qui permet de faire ça. Et en plus de ça, on a aussi la possibilité d'appliquer des stratégies de défense, comme la défense en profondeur, en isolant nos composants et en ayant vraiment quelque chose de cloisonné. C'est pas parce que on appelle ça cloud public que tout est public. Il faut bien sûr prendre en compte qu'il y a toute la sécurité derrière et que c'est qu'une notion abstraite et qu'on est bien sur un périmètre sécurisé. Suivant. Enfin, maintenant qu'on est sûr d'être sur les bons outils, qu'on est sûr de pouvoir appliquer la sécurité à tous les niveaux, on peut penser à l'innovation. Mais avant de pouvoir commencer à déployer nos premières lignes de code, il nous faut un outillage d'innovation, un socle technique, et ça passe en 2020 forcément par des pipelines et du DevOps. Et là, c'est l'architecture, encore une fois un peu vulgarisée, de la partie CI/CD, où là, on se permet d'intégrer tous les composants de la chaîne.
c'est-à-dire tout est industrialisé. Un développeur va créer une nouvelle branche. Cette nouvelle branche va lancer une flotte de tests, donc tout type de tests fonctionnels, de tests de code, des tests d'intégration. Et ensuite, on va déployer ce code, builder les images, qui sont des images Docker, comme je l'ai indiqué précédemment. Et on va créer l'infrastructure. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un développeur lance une branche, on a un environnement complet qui correspond parfaitement à l'environnement de production, hors les données, bien évidemment, qui est démarré de zéro. Et on a également, et c'est important de le préciser, le monitoring et l'observabilité, avec tout l'alerting qui va avec, qui est également généré dans le même temps. Ceci, c'est possible grâce à un outil qui s'appelle Terraform, qui permet à la fois de lancer de l'infrastructure as code, mais aussi de lancer il y a d'autres intégrations comme Datadog, qui permet d'être interrogé par API. Et avec la surcouche Terraform, on peut coder tout ça et interagir avec les différentes variables de l'environnement AWS et de l'environnement Datadog. Donc, on a tout ce cycle qui est industrialisé. On a cette chaîne qui se répète tant que le développeur souhaite committer des actions, mais ne souhaite pas les mettre encore en production. Le moment où le développeur estime que son code est mature, il peut créer donc la merge request. Ses collaborateurs valident cette merge request et instantanément, dans un délai de 15 minutes, je ne vais pas préciser les temps, c'est à peu près 15 minutes pour démarrer un environnement de zéro, à peu près 15 minutes si on a des gros changements pour mettre en production. Le code va en production sans interruption de service. C'est encore important sur un système bancaire. On ne peut pas se permettre d'avoir des coupures de service de 5, 10 minutes ou même d'une minute. C'est pas possible. Donc, on n'a pas d'interruption de service. L'environnement est lancé en production. Le code est lancé en production. Et l'ancien environnement qui a servi à faire le test est détruit pour faire des économies de coûts. Alors, ça permet de ne pas avoir d'environnement qui stagne, d'avoir des environnements toujours à jour et d'être très cohérent avec l'utilisation. On développe beaucoup, on a beaucoup d'environnements, on ne développe pas beaucoup, on n'a pas beaucoup d'environnements. Donc, c'est très cohérent. Et en plus de ça, ça permet de proposer énormément de mises à jour, c'est-à-dire que on a estimé dans les forts pics qu'on avait 300 mises en production par semaine, mais on pourrait très bien faire 300 par jour. C'est une solution qui est adaptée. Et avec ce socle-là, tout est industrialisé, il n'y a pas d'action humaine, ce qui veut dire qu'on n'a plus à se préoccuper de faire une demande pour lancer l'environnement. Les développeurs ont leur outillage, ils ont tout ce qu'il faut pour démarrer, et ils peuvent vraiment miser sur l'innovation maintenant. Voilà, tu peux changer. Ok, donc le cinquième conseil qu'on vous présente aujourd'hui, donc c'est se faire accompagner dès le début par des experts. Quand on a rencontré Prismea en juillet 2019, Stéphanie et Dorian nous ont présenté leurs enjeux et leurs besoins. Donc ils étaient, quand on les synthétise, ils étaient de 3 types. Premier enjeu, produire. Puisque le time to market était clairement une cible importante, puisque dans le domaine de la néobanque, il faut être capable de lancer son produit rapidement et d'avoir justement cette confrontation au marché pour avoir les feedbacks des utilisateurs et pouvoir continuer derrière. Donc tout de suite, Stéphanie et Dorian nous ont présenté leur roadmap et leurs enjeux planning, qui étaient très ambitieux. Le deuxième enjeu, c'était le socle technique. On est dans un contexte bancaire, donc il faut pouvoir produire vite, développer rapidement, mais tout en s'adaptant quand même à des contraintes et à des exigences bancaires qui sont évidemment fortes et nombreuses. Et le troisième enjeu, c'était un socle méthodologique, puisque on est encore une fois dans un domaine bancaire, on est sur une néobanque, et accélérer, c'est une chose, mais il était hors de question de le faire au détriment de la qualité globale et de faire finalement un produit difficilement maintenable dans le temps, parce que c'était que finalement le début de cette aventure avec Prismea. Donc, côté Hippon Technologies, on a répondu à ces problématiques et à ces enjeux de Prismea de différentes manières. Sur la partie Time to Market People, donc on a mis en œuvre un dispositif complet dès le mois de juillet avec sur le principe d'une équipe commando. Donc le principe était vraiment d'avoir été capable au démarrage de recueillir tous les besoins et tous les enjeux techniques
et finalement de construire une équipe qui a vraiment une complémentarité entre les profils, qui a une expérience de travailler ensemble, qui a une capacité d'adaptation et d'agilité très importante, et aussi avec un niveau de seniorité tout de suite très élevé, parce que justement, équipe commando. Le deuxième point, c'était la réponse sur la partie expertise et méthodologique et technique. Donc, côté Hippon Technologies, on a répondu là encore avec des éléments qu'on maîtrise et qu'on connaît depuis longtemps. Donc, une approche craftsmanship avec une démarche de clean coding, une approche orientée par les tests avec du test-driven development, une approche orientée microservices, counted bandex avec du domain-driven design, évidemment des méthodologies de développement tournées autour du pair programming pour que l'équipe vraiment apprenne de son voisin et avance et performe. Une permanence de code review, des ateliers d'event storming pour toujours challenger le besoin et mieux le comprendre, et finalement un quotidien aussi régulier d'entraînement et de kata. Ça a été mis en place dès le début, ça s'est mis en place assez vite, et je pense qu'en 2-3 mois, on était vraiment rodé sur tous ces éléments-là. Et puis, une approche, une expertise aussi sur la partie logicielle et évidemment cloud, puisque vous l'avez bien compris, c'était un enjeu important. Donc, une approche microservice, une approche avec une architecture hexagonale, une culture immédiate d'infra as code et une équipe qui est rodée aux pratiques du DevOps à T0. Et troisième enjeu, c'était évidemment aussi d'apporter une expertise et une expérience avec des accélérateurs qu'on maîtrise côté Hippon Technologies. Donc, toute une stack outillage de continuous integration et continuous delivery avec une stack type GitLab, une maîtrise des Git flow au niveau de l'équipe, une culture test et une capacité à en faire en permanence, et cette chaîne de déploiement continu qui devait aller vers un zéro downtime. Donc, Samuel a pu en parler tout à l'heure. Quand on livre en production, il n'y a aucune interruption de service depuis le début. Et puis, d'autres accélérateurs aussi plus techniques qui sont JHipster, qui est un outil qui permet de construire des stacks techniques et de lancer des projets, de bootstrapper des projets extrêmement rapidement avec un ensemble de configurations déjà prêtes et opérationnelles, et une approche aussi atomic design pour toute la partie front avec des frameworks et des librairies qui nous permettent finalement de créer des composants et de développer du front, là encore une fois avec une vélocité très importante. Je vais pouvoir donner la parole à Stéphanie parce que finalement, c'est elle qui témoigne des résultats de ce qu'on a mis en place côté Hippon pour répondre à ces enjeux. Stéphanie, je te laisse la main. Ouais, merci Raph. Effectivement, donc quel est mon bilan de ces 9 premiers mois? Donc, tu l'as bien résumé, Raph. Mon besoin initial, c'était vraiment de pouvoir lancer ce premier périmètre que je vous ai décrit au début en un minimum de temps, mais sans négliger la qualité et la sécurité parce que c'est ultra important dans le domaine bancaire. Voilà, donc je pense qu'on peut dire que l'objectif a été vraiment pleinement atteint. Si on parle du time to market, comme tu l'as dit, on a commencé à se parler en juillet, donc on a commencé à poser l'infra en juillet. Le temps que l'équipe se mette en place, on était en prod alpha début décembre, en prod bêta fin février, et en fait on était prêt, le produit était prêt à être lancé sur les stores au mois d'avril de cette année. Donc, bon, le contexte Covid nous a un peu perturbés parce que, du coup, même si techniquement on était prêt, c'était compliqué de lancer commercialement un produit dans le contexte actuel puisque, on va dire que la toile parlait que du Covid. Donc, c'était pas le moment idéal, même pour les clients, en fait. Ils avaient d'autres choses à penser. Donc, finalement, ça nous permet de continuer à améliorer le produit, de continuer notre phase de bêta test, de collecter des retours et de l'améliorer. Et on espère pouvoir le lancer sur les 2 devices, Android et iOS, au cours du mois de juin. Tout dépend encore comment évolue le contexte Covid. Mais vraiment, la possibilité d'avoir une équipe resserrée, senior, avec justement cette faculté à s'adapter à des méthodes agiles
parce qu'en startup, en fait, ce qu'on spécifie le jour A, le lendemain, ça peut être différent. Donc, il faut qu'il y ait une réactivité, une capacité d'adaptation de l'équipe extrêmement forte. Ça, en fait, Ypon était vraiment au rendez-vous. Enfin, j'avais pas l'impression de travailler avec une ESN et j'en reparlerai après. En ce qui concerne la qualité, je pense que là, je vais vous parler de quelques chiffres parce qu'ils parlent d'eux-mêmes. Donc, on a un coverage code d'à peu près 98%. On est à 6000 tests unitaires et 120 tests end-to-end par commit. Donc, du coup, on est vraiment un peu dans l'état de l'art sur ces sujets-là, en fait, j'ai envie de dire. Concrètement, pour une start-up avec notre niveau de maturité, avoir cette exigence qualitative aussi présente à ce stade, c'est quand même pas très commun. Et du coup, j'en reparlerai aussi après. Ça prend du temps à mettre en place au début, mais je regrette pas du tout le temps qu'on a passé sur la mise en place de toute cette partie technique avec les bonnes pratiques, parce que ça nous fait vraiment accélérer maintenant, en fait. En termes de sécurité, on a la cible des exigences de notre secteur bancaire. Bien sûr, il y a toujours des choses qui sont perfectibles, on ne va pas se le cacher. On travaille du coup en permanence sur ces sujets. On est conscient de nos axes d'amélioration. On est en lien avec nos actionnaires là-dessus. On est en lien avec AWS qui fait des audits régulières aussi sur notre infra et qui nous donne des préconisations. Donc, j'ai envie de dire, la sécurité, c'est pas quelque chose qu'on fait one shot, c'est quelque chose qui s'entretient et qui se construit et qui s'améliore au fur et à mesure. L'important, c'est déjà de partir sur une base solide. Enfin, dernier point, qui est vraiment une vraie source de satisfaction pour moi, c'est vraiment la culture tech que cette petite équipe Ypon a su instaurer au sein de Prismea. Au début du projet, on était 2 avec Dorian, donc autant vous dire que recruter à 2 des développeurs seniors expérimentés et leur donner envie de travailler dans le secteur bancaire, c'est vraiment pas facile parce que déjà le secteur bancaire il attire pas beaucoup de monde en ce moment. Ensuite, parce que quand on débute une startup, on est dans une structure plutôt fragile, donc recruter aussi des très bons profils, c'est difficile, ils sont souvent déjà en poste. Et puis, la banque c'est complexe et donc c'est pour ça qu'il nous fallait un niveau de seniorité assez important pour rentrer tout de suite dans le sujet, s'adapter et comprendre les besoins fonctionnels et puis surtout répondre à cet enjeu de time to market. Donc, l'équipe commando que Ypon nous a construit, elle est restée avec nous jusqu'à fin décembre. Il nous a fallu à peu près ces 3-4 mois pour pouvoir, nous, en parallèle, lancer les recrutements au sein de Prismea. Aujourd'hui, on a 25 développeurs qui travaillent chez Prismea. Il y a plus que 5 Ypon. Donc vraiment, les recrutements, ils sont arrivés massivement à partir du début 2020. Début 2020. Et donc, on a vraiment une attractivité qui a été générée aussi par les méthodos, la qualité qu'on a mis en place, les choix technologiques. Et ça, c'est vraiment top parce que ça nous permet de continuer de développer des nouvelles features, de s'adapter au fur et à mesure aussi aux nouvelles technos parce que forcément, ce qu'on a fait aujourd'hui, demain, ça sera obsolète, il faudra évoluer. Donc, du coup, toute l'infra modulaire qui a été mise en place nous permet vraiment de nous adapter à ces changements, à ces innovations et à pouvoir continuer à embaucher des gens qui ont envie de travailler sur nos technos, qui ont envie de nous aider à construire un produit. Donc ça, c'est vraiment un atout majeur pour une fintech. Donc, en conclusion, je pense que je voulais noter 2 points. C'est que c'est vrai que quand on lance une startup, s'accompagner d'une ESN, c'est pas forcément la chose la plus évidente. Surtout qu'il y a beaucoup d'ESN en France qui sont en mode grand groupe et qui vous proposent des équipes qui font 20 personnes tout de suite, qui coûtent ultra cher, qui sont parfois pas très compétentes. Il y a un senior et beaucoup de juniors, etc. Donc, en fait, moi, je trouve que c'est un catalyseur quand on choisit vraiment d'être bien accompagné par la bonne ESN qui a plutôt une culture tech forte, resserrée et qui met beaucoup de valeur dans le recrutement de ses développeurs. Et c'est vraiment le cas d'Ypon. Et c'est ça qui nous a permis vraiment de lancer la machine au sein de Prismea et de pouvoir lancer en prod bêta en fin février. Ça a été vraiment l'accélérateur pour nous. Après, ça doit rester ponctuel sur les premiers mois parce qu'après, il faut tout de suite pouvoir recruter, créer
créer en fait cette ambiance au sein de l'entreprise, créer cette culture tech et surtout bien avoir le savoir au sein de l'entreprise parce que c'est ça qui a beaucoup de valeur. Ensuite, pour la partie qualité, c'est vrai que on a envie, enfin quand on lance une startup aussi, on est extrêmement pressé de voir le produit dans les mains d'un client. Et ça peut être une source de frustration quand justement on passe un peu de temps sur des développements plus techniques, notamment la mise en place d'un socle technique, que ça soit une infra, que ça soit un découpage microservices, que ça soit la sécurité, la qualité, tout le système de CI/CD que Sam vous a évoqué. En fait, ça prend du temps quand même à mettre en place, faut aussi le dire, même avec une équipe de seniors et d'experts, parce qu'effectivement, si on veut que ça soit bien fait, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, c'est toujours un peu frustrant d'avoir cette balance entre effectivement cette partie technique et vraiment voir la vélocité sur des fonctionnalités clients. Donc, c'est vrai que c'était pas simple. Au début, c'est presque un peu frustrant parfois, mais on a tenu la barre et je pense que vraiment là, avec le recul, maintenant qu'on est en prod et maintenant que je vois la vélocité qu'on a sur les fonctionnalités qu'on développe pour les clients, je me dis que c'était vraiment le bon choix de passer un peu de temps au début, d'investir de l'argent aussi, parce qu'effectivement, ça coûte de l'argent là-dedans, parce qu'en fait, on part vraiment sur des super bases pour foncer pour le développement des features clients. Et le temps qu'on a pris peut-être un peu au début, on le gagne après. Et surtout, on économise beaucoup d'argent parce que j'ai beaucoup d'exemples de startups qui se sont lancées très vite sur des fonctionnalités pour justement avoir un retour client et qui n'avaient pas le socle technique qui était correct et qui se retrouvent avec beaucoup de rework et à redévelopper quasiment toute l'infra derrière au fur et à mesure de leur levée de fonds parce que justement, au début, ça n'a pas été fait proprement. Donc, si vous pouvez vous le permettre, c'est vraiment un conseil ultra essentiel à mon sens, parce que ça permet d'aller vite après. Voilà. Moi, j'ai fini pour moi. Eh bien, merci. Merci beaucoup à tous les trois. On va pouvoir passer aux questions-réponses et merci parce qu'on est pile dans le timing, donc c'est parfait. Alors, je vais lire donc les questions. Merci à tous ceux qui en ont posé déjà pendant le webinaire. On a Amélie qui pose la question à Stéphanie. Stéphanie, vous dites qu'Hypon n'est pas une ESN classique, mais qu'est-ce qui vous a fait choisir cette entreprise en premier lieu? Alors, pour tout te dire et pour être transparente avec toi, Amélie, au début, j'avais pas choisi Hypon. et du coup, j'ai eu plusieurs expériences qui n'ont pas été super favorables. Et donc, du coup, je me suis j'ai fait mon expérience. Et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui pour parler de mon expérience avec Hypon. Je me suis un peu pris des murs au début, au lancement du projet, parce qu'il faut savoir que le projet entrepreneuriat a commencé fin 2018. Donc, du coup, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un peu, que quand on parlait de SN, il y avait vraiment différentes approches. Et donc, c'est avec le réseau, en m'intégrant dans des clusters aussi digitaux au sein de la région lyonnaise, en discutant avec d'autres CTO, que finalement, on m'a recommandé de rencontrer Hypon, parce que moi, je voulais plus travailler avec des ESN. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai rencontré Raph et que je lui ai présenté mon besoin, j'avais clairement en tête ce que je voulais. Et je lui ai dit, si t'es pas capable de respecter ça, ça sert à rien qu'on perde du temps et qu'on commence à travailler ensemble, en fait. Donc, du coup, le deal a été extrêmement clair au début. Et donc, grâce à ces recommandations de l'environnement, j'avoue que ça a été un bon choix. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas évident au début. Super, merci Stéphanie. Alors, on a beaucoup de questions aussi pour Samuel, je pense. Bonjour, comment gérez-vous la suppression des comptes AWS pour les environnements de développement de la part de Pierre-Georges? Alors déjà, les environnements de développement sont isolés de la production sur un autre compte AWS. Et la suppression se passe comme pour la création, c'est-à-dire qu'on utilise du Terraform qui permet à la fois de créer, de vérifier les modifications si on en a, et de détruire les environnements. Après, je ne sais pas si la question avait besoin de plus de précision.
Je te laisserai rajouter. Ouais, on verra si Pierre-Georges complète. Pardon, Pierre-Georges. Ok, on a une question de Xavier. Vous avez parlé d'une équipe de 25 développeurs. Pouvez-vous préciser le rythme de montée en charge? Avez-vous commencé tout de suite avec autant de développeurs? Ah. Non, effectivement. Alors, au début, quand on a commencé au mois de juillet, je pense on avait 2 DevOps et puis 3 développeurs back-end. Ouais, Sachant que je n'ai pas. Ah ouais, je confirme. Ouais, c'est ça. Au mois de septembre, on a pu faire entrer des nouvelles personnes dans l'équipe. Donc, du coup, on avait une petite équipe de 10 personnes en totalité qui nous a accompagnés, qui étaient donc des consultants IPO, qui nous a accompagnés jusqu'à fin décembre avec toujours 2 DevOps et après des développeurs back-end et puis front-end parce qu'en fait, en plus de notre application mobile, dans le secteur bancaire, on avait besoin d'un outil back-office pour nos équipes support client pour pouvoir suivre et accompagner les clients. Donc, je pense qu'on a tenu jusqu'à décembre avec une équipe d'à peu près 10-12 personnes avec peut-être des compétences ponctuelles qui, des fois, nous donnaient un coup de main. À partir de janvier, c'est là qu'on a commencé à recruter en interne chez Prismia. Donc, on a diminué l'équipe IPO petit à petit. Et on a, au fil des recrutements, je dirais que on est passé de 10 à 25 en 5 mois en fait. On avait entre 1 et 2 arrivées par mois, ça dépendait au sein de l'équipe. Donc c'est vrai qu'il y a eu aussi ce compagnonnage fort pour intégrer les nouveaux au sein de l'équipe. Ypon a pu faire une passation et accompagner les nouveaux onboardés au sein de Prismea pour qu'il y ait une passation de savoir. Et ça s'est super bien passé aussi. Ok, super, merci. En fait, pour rajouter, c'est vraiment notre modèle côté Hippo. On n'a pas vocation à rester comme ça dans les structures de start-up qu'on accompagne et qu'on accélère. On n'a pas vocation à rester très longtemps et en nombre très important. Le but, c'est vraiment que la start-up puisse recruter, qu'on acculture les nouveaux arrivés et que finalement, on arrive à sortir nos équipes au fur et à mesure, même si encore aujourd'hui, il y a encore des développeurs Hippon sur l'équipe de développement. Pouvoir passer, de réaccélérer d'autres sujets, soit dans la startup, soit d'autres startups. Donc, c'est complètement notre modèle aussi. Donc c'est parfait. Ouais, je pense qu'il y a un point important aussi, c'est que nous, par exemple, tu vois, on a parfois besoin des profils un peu experts, notamment sur la partie DevOps Cloud ou la partie Data Engineering sur AWS. Bon, je détaille pas dans cette webinaire-là, mais du coup, en fait, qui ne nécessite pas forcément une embauche à 100%. Et qui nous coûterait du coup finalement, enfin déjà on aurait du mal à trouver la personne à recruter parce que ces profils-là il y en a pas tant que ça parce que Claude c'est relativement une techno qui est récente, donc des profils seniors sur ces sujets-là il y en a pas beaucoup et puis surtout c'est des profils forcément qui coûtent cher, donc pouvoir les embaucher à 100% ce serait pas forcément optimum nous à ce stade de la startup, et le fait de pouvoir s'appuyer sur Ypon et de leur expert justement cloud ou data nous permet de les faire intervenir parfois une journée par mois ou quelques heures ou juste pour des précos, une audit, etc. Et du coup, ce mode est ultra flexible et ça permet de répondre à nos questions et d'avancer, quoi. Super, merci à tous les deux pour votre réponse. Et alors, on a plusieurs questions, plusieurs personnes qui posent la même question. Pourquoi AWS, Trésor est chez OVH? Peut-être que Sam, je te laisse répondre sur la partie AWS et moi je parle de Trésor. Oui, c'est ça. Après, alors pourquoi prendre une solution de cloud de type AWS? Déjà, nous, on avait besoin de s'appuyer sur un acteur fort parce que je pense que c'est fort. Enfin, tu me contredis, Stéphanie, si j'ai des bêtises, mais la vocation, c'est peut-être aussi d'avoir une vision plus tard internationale. Voilà, pouvoir se positionner déjà dans le monde entier, avoir le réseau AWS, avoir la capacité. AWS est très avancé. C'est certainement un des acteurs les plus avancés en termes de services, notamment sur les critères de sécurité. On a des services très avancés en termes de sécurité. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je parlais de garde d'outils avec du machine learning pour la sécurité. On est beaucoup plus avancé. Voilà. Ici, on a une diffusion mondiale. On a une disponibilité assez exemplaire.
Donc, ça répondait vraiment aux critères de Prismera. Ouais, je pense qu'on a vraiment fait un comparatif de tous les clouds. Je pense qu'il y en a deux qui se tenaient dans les finalistes. On va pas se cacher, c'était AWS et Azure. Je pense que en fait, l'OVH n'a jamais fait partie de notre liste en termes de cloud, parce qu'effectivement, ils avaient un périmètre beaucoup plus réduit en termes de service manager, en termes de coûts, c'était aussi extrêmement différent. Et puis après, par rapport à notre lien avec Trésor, on est vraiment deux entités indépendantes avec des infras qui ont été montées complètement indépendantes et à des temps aussi qui sont différents, puisque quand Trésor s'est lancé, c'est plutôt, il y a quelques années déjà, quoi. C'est une startup qui a une plus grande maturité que nous. Donc à l'époque, je pense que OVH c'était un bon choix. Aujourd'hui, en fait, l'état des lieux qu'on a fait, c'est que on voulait vraiment un acteur solide en termes de sécurité qui proposait des services managés et du coup des points de disponibilité à travers le monde qui nous permettaient d'avoir cette haute disponibilité. Ok, parfait. Merci beaucoup à tous les deux. C'est une réponse très complète. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de passer toutes les questions. J'ai des questions très techniques. Je vais poser une question de Laurent. Au niveau de votre archive, vous ne semblez pas vous être appuyé sur API Gateway et les lambda. Y a-t-il une raison? Alors, oui, il y a une raison. Il y a plusieurs raisons. Après, peut-être que les développeurs seraient plus à même de répondre à cette partie-là. Au vu du contexte et du socle de développement qu'on a choisi, on est parti sur un développement Java, de un qu'on maîtrise parfaitement chez Icon, et de deux qui répondait à un développement lourd comme celui-ci. Faire ce qu'on a fait aujourd'hui sur Lambda, ça aurait été beaucoup plus compliqué parce que on a des règles très compliquées, très complexes, et ça aurait fait, ça répondait pas vraiment aux besoins. On utilise quand même de Lambda derrière pour certaines actions, pour des actions, par exemple, calcul des balances ou ce genre de choses, mais le vrai cœur, le vrai back-office, c'est du Java, et comme l'a expliqué Raphaël tout à l'heure, en s'appuyant sur JHipster qui nous a permis de démarrer très rapidement. C'est pour ces choix-là. Après, est-ce que c'est possible de faire le core banking, la partie banking en lambda aujourd'hui? Certainement, certainement. Ok, très bien, merci. Et je vais prendre peut-être une toute dernière question. La seniorité des intervenants est clé. Comment la définissez-vous? Si tu veux commencer. Ouais. Vas-y, Stéphanie. Ouais, j'y vais, ok. Alors, moi, je peux parler de notre process de recrutement au sein de Prismia. En fait, du coup, après, par rapport à l'équipe que Raph m'a donnée, lui, il connaît ces gars et il a su de par les différents projets qu'ils ont réalisés, il a pu m'orienter vers les bonnes personnes. Moi, dans mon parcours de recrutement au sein de Prismia, on passe 2 entretiens, un entretien technique qui est réalisé par souvent un lead tech ou souvent par les lead tech d'ailleurs et l'ARH. Et puis après, moi, je rencontre les personnes dans un second temps, une fois qu'ils ont été validés techniquement, pour les rencontrer, pour aussi affiner ce premier entretien. Et en fait, on leur fait souvent un test d'une de nos classes les plus complexes. Et du coup, c'est vrai que tout de suite, si on sent que la personne elle rentre dedans facilement, même si elle ne trouve pas toutes les solutions, etc., et qu'elle a les bons réflexes en termes de compréhension, de développement, ou aller fouiller dans telle partie du code, en fait, ça nous donne des super indicateurs sur sa capacité, sa seniorité. En fait, l'âge, ça compte pas, c'est vraiment comment la personne réagit dans le code. Aussi, c'est sa méthodologie. Parce que comme on l'a dit, on est vraiment focus sur la qualité, donc tous les principes du clean coding, de l'architecture exa, toute cette partie, cette culture du test qui est extrêmement forte. Raph en a parlé aussi parce que on travaille beaucoup avec le TDD et le DDD, Domain Design Driven. Tous les développeurs sont pas formés là-dessus, tout le monde n'a pas envie d'en faire d'ailleurs. Donc nous, ça c'est aussi en fonction de. Dans les entretiens, on challenge beaucoup les développeurs sur ces parties-là. Et du coup, ça nous permet de construire une équipe qui est homogène
et qui a la même vision et la même envie d'avancer dans la même direction. Donc en fait, on se pose pas 10 000 questions sur si on va développer comme ça ou comme ça. Il y a un cadre et du coup, c'est plutôt ah bah tiens, j'ai envie d'améliorer ça, bah tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Allez go, on y va et voilà. Et donc en fait, tous ces principes et tout ce qu'on check lors des entretiens nous permet vraiment de recruter une équipe qui a quand même de la maturité, de la seniorité et ce qui nous permet de les faire vite rentrer dans le projet et d'augmenter notre vélocité. Alors là, c'est parce qu'aussi on est à un stade de la startup où on a besoin d'être rapide. En fait, on a vraiment envie aussi de recruter des profils peut-être un peu plus juniors et de les faire progresser. Je pense que ça se fera dans un second temps quand on aura un peu plus de bande passante pour les accompagner. Super. Pour répondre sur la partie sur côté Hippon, on a des process de recrutement qui sont qui sont très sélectifs déjà sur l'entrée. Après, on a des parcours de formation, d'accompagnement sur les carrières de développeurs vraiment très développés. On a un programme qui s'appelle Black Belt. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est, mais en tout cas, il y a un programme d'accompagnement de formation interne extrêmement développé chez Hippon. Et après, le troisième axe aussi qui nous permet d'avoir ce niveau de seniorité, c'est ce niveau d'expertise, c'est qu'on incite énormément nos consultants à participer à des meet-up, à des conférences, ne serait-ce que déjà en tant que spectateur, mais aussi en tant que speaker et intervenant. Donc finalement, tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, on a une matière d'expertise de développeurs et toute une machine qui est mise en œuvre pour faire perdurer cette expertise-là dans le temps et donc d'accompagner nos gars. Donc aujourd'hui, voilà, je pense que c'est la combinaison de tout ça qui nous fait avoir des profils aussi experts. Super, merci beaucoup. Il est 11h46, donc on va clôturer ce webinaire. Donc merci. Je vous invite à retrouver notre replay sur le site web dès mardi prochain. Vous recevrez aussi le replay par mail. Vous aurez également sur notre blog.ipon.fr dès mardi un article dédié sous le capot de Prismea, donc je vous invite à le découvrir. Et surveillez vos mails car nous allons lancer aussi notre accélérateur tour dans lequel nos clients, d'autres clients que Prismea, partageront leur retour d'expérience sur l'approche Discovery to Delivery, donc de la transformation digitale de A à Z sur toute la France. Et pour finir, j'espère que ce webinaire vous a plu. En tout cas, votre avis nous intéresse. Donc, vous allez avoir un ROTI, donc une note de 1 à 5 à mettre lorsque vous quitterez ce webinaire. Je vous invite à y répondre. C'est toujours intéressant d'avoir un feedback. Et merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup Stéphanie pour ton intervention et ton retour d'expérience très enrichissant. Et merci Raphaël et Samuel. Et on se retrouve à un prochain webinaire. Bonne journée à tous. Je tenais aussi à rajouter le fait que Bonne journée. si vous voulez poursuivre aussi les échanges, c'est tout à fait possible dans un second temps. Voilà. On reste disponible autant Prismea que Hippon pour répondre à vos questions à l'extérieur de ce webinaire. Oui, n'hésitez pas. Toutes les questions qu'on peut s'adresser aujourd'hui, Samuel, Raphaël et Stéphanie sont à votre dispo. À très bientôt. Au revoir. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir.